Salut les amis, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une interview avec le grand scientifique Philippe Guillemant qui promet de belles surprises. On va parler d'âme, de conscience, de vie après la mort, de synchronicité. Si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec des likes et puis surtout dans les commentaires. Et ainsi on ira faire d'autres rencontres de ce type. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. Bye bye. Philippe Guillemant, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce cadre idyllique, vraiment avec un soleil sublime. Philippe, vous êtes ingénieur physicien, vous êtes également docteur en physique et habilité à diriger des recherches. Vous êtes un expert de l'intelligence artificielle, ce qui vous a valu de nombreux prix, notamment le prix Cristal, le Cristal du CNRS. On vous connaît également dans le courant de la science post-matérialiste, puisque vous contribuez au partage des découvertes de la science moderne et qui lève le voile sur des questions existentielles. Est-ce que j'ai bien résumé Tout à fait. un mini-CV? Je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire, mais est-ce que vous pouvez justement nous raconter, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine et puis qu'est-ce que ça vous a appris sur la conscience? D'accord. Bon, alors ça a commencé par le développement de réseaux de neurones mathématiques. J'ai inventé dans les années 80, fin des années 80, une méthode qu'on a appelée le plongement fractal. Bon, c'est quelque chose de compliqué, qui m'a permis de développer des architectures de neurones mathématiques, tout ça simulé sur ordinateur. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle, ce sont des neurones non naturels. C'est ça. Ils ont permis de résoudre des problèmes technologiques dans différents secteurs. Ça pouvait aller du militaire jusqu'à des secteurs concernant le domaine de la santé. À chaque fois, il s'agissait de reconnaître des objets à l'intérieur d'images en mouvement, ou alors des objets complexes, différentes choses. Et donc ces réseaux de neurones mathématiques m'ont appris des choses fondamentales. Disons qu'on sait que les neurones de notre cerveau sont distribués en réseaux. On sait simuler ça sur ordinateur, on sait même créer de véritables réseaux mathématiques et on sait reproduire les fonctions du cerveau visuel. Donc il n'y a aucune raison de ne pas transposer les résultats qu'on a aux propriétés du cerveau. Et il y a quelque chose qui apparaît de manière très nette, c'est qu'il n'est pas possible, à partir d'une architecture de réseau artificiel, de reconstruire l'image d'origine. Je vais résumer le problème, si vous voulez. L'image de l'environnement nous parvient à l'œil. Oui. À ce moment-là, on peut dire qu'elle est intacte. Un appareil photo, une caméra va la restituer de manière parfaite parce qu'il la prend direct. Mais à partir du moment où l'information visuelle est entrée dans le cerveau et a subi tout un tas d'interactions, si on imagine que le cerveau fait émerger une conscience à partir de cette information-là, en fait, il est impossible qu'il fasse émerger une conscience visuelle, puisque l'information visuelle sera perdue dans ce processus. Oui, d'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, il est impossible de produire une conscience artificielle, si on écoute ce que vous... si j'ai compris. Disons qu'il y a une thèse matérialiste selon laquelle la conscience émergerait naturellement de processus complexes à l'intérieur du cerveau. Donc tout ça viendrait du cerveau. Voilà, ça c'est une thèse. Elle n'est basée sur rien de... C'est une thèse, mais on ne sait pas, c'est magique. Cette notion d'émergence, ça n'a jamais été démontré. Mais par contre, moi ce que je veux dire, c'est que de toute façon, même si cette notion d'émergence était justifiée, elle ne pourrait pas fonctionner parce que l'information qu'elle ferait émerger ne peut en aucun cas reproduire une image de l'environnement. Donc pour moi, c'est caput, quoi. C'est juste pas possible que la conscience visuelle que nous avons de l'environnement soit fabriquée à l'intérieur du cerveau. Alors finalement, notre cerveau, c'est quoi? C'est un ordinateur? Qu'est-ce que c'est? Ah non, notre cerveau, c'est... Il ne faut pas le comparer avec un ordinateur parce qu'on a des traitements simultanés dans toutes les zones du cerveau, etc. On va dire que c'est comme une architecture massivement parallèle. C'est pas tout à fait, c'est pas un ordinateur. Par contre, ce n'est pas non plus tout ce qu'on lui attribue. On attribue au cerveau énormément de fonctionnalités qui ne relèvent pas forcément du cerveau. Notamment, je viens
d'en citer une, hein, celle qui consiste à faire remonter la conscience de, pas seulement la vision, mais aussi l'audition. Nos sens, nos 5 sens par exemple. Nos 5 sens et même au-delà. Ouais. L'intuition, pour moi, ne vient pas du cerveau. Ce qui conduirait à dire dans votre cheminement que la conscience ne serait pas dans le cerveau finalement. La conscience ne peut pas être dans le cerveau au sens matériel du terme, si on considère que le cerveau est uniquement composé de choses matérielles, hein, c'est-à-dire d'organes, de cellules qui interagissent les unes avec les autres. Moi, il m'apparaît clair et net que la conscience ne peut pas émerger de cela. Donc moi, disons que je règle dans mes publications la question avec un modèle assez simple qui consiste à rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace-temps. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel peut être décrit dans ce qu'on appelle un espace-temps à 4 dimensions, hein, les 3 dimensions habituelles plus le temps. Si on rajoute... Celle qu'on connaît finalement. Celle qu'on connaît. Qu'on utilise tous les jours quelque voilà. part. Si on rajoute à ces dimensions des dimensions invisibles, telles que le fait la théorie des cordes, hein, et bien là on peut commencer à modéliser le phénomène de la conscience. Et donc les informations de la conscience seraient à ce moment-là des informations quantiques. Hein. C'est d'ailleurs la théorie du plus illustre physicien de la planète, Roger Penrose, Oui. qui relie la conscience avec la structure vibratoire intime de l'espace-temps. Quand vous parlez de quantique, pour comprendre ce que le mot quantique veut dire. Alors c'est difficile, mais je vais quand même utiliser un mot qui va peut-être permettre de mieux comprendre. Ce qui est quantique, c'est ce qui est non manifesté. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait une mesure sur une particule quantique, hein, que ce soit sa position, sa vitesse, son spin, tout ce qu'on veut, en fait l'information n'existe pas avant d'avoir été mesurée. Elle n'est pas encore manifestée. C'est ça. Elle n'est pas encore manifestée. Le fait de faire la mesure, créer l'information, manifeste la particule. Et donc, avant la mesure, la particule était dans un état non informé, certains disent partout à la fois, etc. Moi, bon, pour le vulgariser au mieux, il vaut mieux parler de particules non manifestées. Donc ce qui est quantique, c'est le non manifesté. Et le manifesté, c'est la matière qui est dans notre espace-temps, tout ce qu'on peut observer, tout ce qu'on peut mesurer, y compris la lumière. Et le non manifesté, c'est le reste, à l'état de potentiel. Philippe, du coup, avec ce que vous me dites, ça me fait beaucoup penser à l'intuition, au ressenti, à la médiumnité, bien sûr. C'est-à-dire que finalement, c'est non manifesté quelque part. Les ressentis ne sont pas manifestés comme on peut voir ce verre d'eau ou une photo ou quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une remontée à la conscience des choses. Est-ce que la conscience traverse notre cerveau, justement, pour nous donner ces ressentis ou ce non manifesté ? Je pense que l'information de la conscience, c'est le non manifesté. Pardon. C'est ça. La conscience et le non manifesté, c'est pareil, enfin, pour simplifier. C'est la même chose, oui, hein, d'accord. pas tout à fait, parce qu'il y a la conscience de soi, ça c'est encore autre chose. Pourquoi est-ce qu'on est conscient ? On ne sait pas, mais en tout cas, pour ce qui concerne l'information de la conscience, on va dire qu'elle est dans le domaine du non manifesté. D'accord. Il n'y a que l'information de la conscience qu'on capte à travers le cerveau, qui est par contre quand même du domaine manifesté. La conscience, elle est entre les deux. Elle est entre le non manifesté et le manifesté. Alors, si la conscience n'est pas dans le cerveau, où est-ce qu'on pourrait la situer ? Physique, on a envie de savoir, on a envie de se dire, tiens, c'est là, c'est à gauche, c'est à droite, c'est dans l'infini, est-ce que c'est dans le tout petit, dans le très grand, est-ce que c'est... On a besoin de s'imaginer avec nos yeux humains, avec notre discours humain, on a besoin de comprendre où. Voilà. Le mieux, c'est de la situer au niveau du cerveau. Malheureusement, à partir du moment où on parle de non manifesté, de conscience non locale, elle n'est pas localisée. D'accord ? Elle n'est pas... les informations quantiques sont en dehors de l'espace et du temps. Elle ne subit pas, ces informations ne subissent pas le passage du temps. D'accord. Donc, si on veut mieux comprendre, il vaut mieux prendre l'image d'un véhicule dans lequel se trouve la conscience. D'accord. Dans le véhicule, il y a tout un tas d'appareils de perception. Il y a des appareils comme des caméras, tout ce qu'on veut, qui permettent de... Les clignotants, etc. Voilà.
Et si on enlève la conscience de ce véhicule, le véhicule ne voit rien, alors qu'il a tout pour voir. Il a un système oculaire, il a un cerveau, il a tout ce qu'on veut, mais il ne voit rien. Il faut que la conscience soit à l'intérieur de ce véhicule. Elle habite quelque part ce véhicule. Il faut que la conscience habite ce véhicule pour que le... Parce que tous les appareillages, tous les capteurs qui correspondent à nos 5 sens, ils peuvent très bien être aveugles si la conscience est absente. Hein, donc ça se produit d'ailleurs à de nombreuses reprises, même dans notre vie. Lorsqu'on dort, on perd la conscience et pourtant tous nos organes sont en fonctionnement. Donc c'est mieux de se représenter la conscience de cette manière. C'est un certain type d'information, c'est un certain type de réalité, de présence. C'est une forme de présence qui n'est pas matérielle, qui est non manifestée, mais qui a la capacité de capter l'information. Alors quand elle est en dehors du corps, elle capte l'information directement, elle a une vision à 360 degrés, etc. Enfin, on connaît ça à travers les expériences de sortie de corps, de mort imminente, etc. Mais quand elle est à l'intérieur du corps, elle est contrainte par les instruments à ne capter que ce qui lui est permis de capter. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, parce qu'il n'est pas possible de dire que la conscience et le cerveau sont... on ne peut pas les mettre sur le même plan. C'est ça, on ne peut pas le mettre au même niveau. Oui. Hein, on ne peut pas les mettre sur le même plan. Donc il faut utiliser une métaphore pour arriver à visualiser ça. Et la meilleure métaphore, c'est celle qui consiste à dire que le cerveau, c'est un filtre, un instrument, un véhicule. Un super émetteur-récepteur ou je sais pas, un émetteur-récepteur, bien sûr. Qu'est-ce que la mort d'un point de vue physique ? La mort d'un point de vue physique, si on parle bien de physique et non pas de biologie, il faut essayer de la comprendre dans le cadre de la meilleure théorie dont on dispose sur l'espace-temps. Et cette théorie nous apprend que le futur serait déjà réalisé et que le passé serait encore là. D'accord ? C'est-à-dire que la vie, ça ne consisterait pas à être en train d'assister dans le présent à la création de ce qui va arriver, parce que tout serait déjà créé. Hein. Donc déjà, ça permet de resituer les choses en considérant que la vie, c'est plutôt comme une sorte de voyage, comme une sorte de navigation de la conscience à l'intérieur d'un territoire. Et ce n'est pas parce que le futur serait déjà réalisé que on ne pourrait pas faire des choix, de la même façon que lorsque vous vous déplacez sur un territoire, vous faites une randonnée, vous n'êtes pas obligé de suivre un seul chemin et vous pouvez très bien, même si à un moment donné votre parcours est bien déterminé, ne pas suivre finalement ce parcours-là. Donc le fait que le futur soit déjà réalisé n'est pas quelque chose qui prive du libre arbitre, et c'est surtout quelque chose qui va permettre de comprendre que la conscience, c'est le navigateur, et le cerveau, c'est le terrain. C'est parce que c'est par l'intermédiaire du cerveau qu'on récupère l'information du terrain. Ce sont deux choses différentes. Et donc ça nous conduit à penser qu'après la mort, la conscience est toujours là. Il y a une autre raison de penser que la conscience est toujours là, c'est que, puisqu'on sait que les informations de la conscience sont des informations quantiques, non manifestées, en dehors de l'espace et du temps. Et en physique, on sait que ce type d'information n'est pas concerné par le passage du temps. Donc, à la mort, s'il y a effectivement destruction du corps, il n'y a absolument pas destruction de l'information qui correspond à la conscience. Sur un plan spirituel, on pourrait presque appeler ça l'éternité, alors. De toute éternité. C'est-à-dire 100 ans. À la limite... c'est même pas la fin du temps, c'est pas la fin des temps, mais c'est la fin du temps. on peut en déduire que la conscience est immortelle. Alors après immortelle jusque... Bon, il y a beaucoup de physiciens, comme par exemple Robert Lanza aux États-Unis, Thibaut Damour en France, qui pensent que effectivement notre conscience est immortelle. Bon, après, jusqu'à quand bon, ça, on ne sait pas. Hein. Mais bon, disons que la physique nous incline naturellement à penser que la conscience survit à la mort du corps physique pour les deux raisons que je vous ai données.
Il y a ces scientifiques que vous évoquez, ce sont des scientifiques controversés ou ce sont des... Non, non, ce sont des scientifiques qui sont tout à fait respectés, ce qui ne veut pas dire que tout le monde soit d'accord avec eux, évidemment. Et en fait, la théorie de l'espace-temps, qu'on appelle l'univers bloc, issu de la relativité d'Einstein, qui nous dit que le futur est déjà là, le passé est encore là, c'est la meilleure théorie à ce jour, la plus vérifiée par l'expérience. Simplement, il est difficile de se représenter un futur qui change. Bon, si je résume, finalement, la mort n'existe pas, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas au sens où on le perçoit, c'est-à-dire le temps n'existe pas au sens où il serait le créateur de notre futur. Donc finalement, tout ça, c'est une illusion, alors? On vit dans une illusion permanente? Mais la physique nous apprend que tout est une illusion. Pas seulement le temps, mais aussi l'espace et la matière. Le pire étant l'espace. L'espace, il est troué, il est pixelisé, il est non local, il est déformable, il est épouvantable. Ça n'a plus rien à voir avec de l'espace. Vous pouvez avoir des objets qui sont partout à la fois dans une certaine zone d'espace, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont partout à la fois, ce qui veut dire que dans une certaine zone d'espace, il peut ne même plus y avoir d'espace. Donc allez concevoir ça. Ouais. Vous pouvez avoir dans ce qu'on appelle le phénomène d'intrication deux particules ou deux objets qui se trouvent à des années-lumière de distance, et parce qu'eux, ils se sont rencontrés un jour dans le passé, eh bien, ils vont avoir un comportement corrélé. On fait ça à celui-là, donc on va mesurer ça à l'autre, ça va être corrélé. À des années-lumière de distance. Alors qu'il n'y a absolument aucun signal qui a pu se transmettre de l'un à l'autre pour expliquer ça. Donc tout se passe comme si ces objets continuaient à fonctionner ensemble, alors qu'ils sont à des distances astronomiques. Dans mon métier, j'appellerais ça des âmes sœurs. Voilà. Mais ça, chacun son... Donc, vous voyez tous les bugs de l'espace. Ouais. Et surtout, alors le bug peut-être le plus important, et il y en a d'autres, c'est celui des ondes gravitationnelles. C'est-à-dire que l'espace est en vibration. Et il ne s'agit pas de vibration de matière. Il s'agit de vibration de l'espace, c'est-à-dire de vibration de rien, de vibration du vide. Donc voilà, l'espace tel qu'on a l'habitude de le concevoir habituellement avec ses trois dimensions est quelque chose de complètement, qui ne contient rien. En réalité, c'est quelque chose qui vibre, qui est non local, qui est troué, qui est pixelisé, enfin qui a tout un tas de propriétés qui font qu'on ne peut plus conserver la notion d'espace pour le décrire. C'est autre chose. Il vaut mieux dire que nous sommes embarqués dans une réalité et que c'est notre conscience qui fabrique la notion d'espace. Alors on a beaucoup parlé de la conscience. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait la mettre en corrélation avec l'âme? Est-ce qu'on pourrait trouver... Est-ce que c'est le même mot? Alors oui, je vais essayer d'expliquer ça de manière encore un peu métaphorique. Tout à l'heure, je vous ai dit que la conscience et le cerveau, on pouvait les distinguer en disant que le cerveau était un véhicule et que la conscience pouvait rentrer dans le véhicule, elle pouvait même dormir dans ce véhicule. Eh bien, on peut considérer que l'âme, c'est le véhicule immatériel de la conscience. D'accord. Pourquoi véhicule? Parce qu'il est composé d'informations, tout comme la matière est composée d'informations. Oui. Je vais déjà essayer de montrer pourquoi l'âme existe, d'après la physique. Et pour savoir si l'âme existe, il faut d'abord la définir correctement, parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle. Alors moi j'ai déjà proposé dans mes écrits une définition. D'abord je l'appelle un système d'information, c'est abstrait, qui a 4 propriétés. D'abord il est immatériel, il est composé d'informations immatérielles. Ces informations ne sont pas sujettes à une évolution mécanique. L'âme est quelque chose de non mécanique. Alors non mécanique, ça veut dire que l'âme, elle évolue hors du temps. Donc ça c'est le 2e point. 3e point, l'âme est capable d'assurer la vie du corps. C'est un système qui me permet d'évacuer l'excédent d'entropie, l'excédent de désordre.
Parce qu'en fait, les systèmes vivants sont des systèmes complexes qui créent naturellement énormément de désordre. Bon. Oui, de désordre Notre corps, organique. De désordre organique, comme un corps qui se décompose. D'accord. D'accord ? Et on reste en vie. Or, la physique et la biologie sont incapables d'expliquer pourquoi on reste en vie, pourquoi est-ce qu'on est capable de se débarrasser de cet excédent d'entropie. On appelle ça le principe MEP, maximum entropie production, qui reste inexpliqué à l'heure actuelle, exactement de la même manière que l'effet placebo reste inexpliqué à l'heure actuelle. Donc ça, c'est la troisième propriété de l'âme. Alors, on appelle ça énergie vitale ou autre chose, hein. Et la quatrième propriété de l'âme, c'est étant donné que c'est un système d'information quantique, hein, eh bien c'est un système d'information qui ne subit pas le passage du temps et qui donc, comme tous les systèmes quantiques, conserve son information et donc survit à la mort. Voilà. Donc je répète, système d'information immatériel, non mécanique, hein, hors du temps, qui est capable de débarrasser le corps de son excédent de désordre et qui survit à la mort. Si on prend cette définition avec ces quatre propriétés, alors je dis que oui, l'âme existe, c'est même obligatoire. Dans les rencontres que je peux faire dans la série Bruno un nouveau message, les messages que je peux recevoir m'ont fait comprendre que les âmes, elles sont plus dans l'espace-temps et on ne peut pas les situer dans un espace-temps. Et finalement, elles sont partout à la fois, Oui. à toutes les époques. Mais on se dit que c'est fou par rapport à notre vie de tous les jours. C'est difficile d'imaginer que finalement nos proches ou les gens qui sont partis soient dans ce non-espace-temps et que finalement ils sont sortis de l'illusion quelque part. En tout cas, concernant l'existence d'une réalité ou d'informations en dehors de l'espace-temps, là vous prêchez un convaincu. Hein. Moi, je commence moi-même souvent mes conférences ou mes livres en expliquant les 4 raisons pour lesquelles il existe des informations en dehors du temps ou de l'espace. Alors, je peux peut-être en parler, tout simplement. Il y a tout d'abord les informations du vide, conçues comme un vide cosmologique, par exemple, ce qu'on appelle l'énergie noire, qui reste aujourd'hui inexpliquée. Ça, c'est quelque chose de mystérieux. Il y a les informations quantiques. De grands physiciens disent que c'est une information qui vient de l'extérieur de l'espace-temps. Ce qui est à l'intérieur ne permet pas de l'expliquer. Ensuite, si vous considérez que le futur est déjà là, qui est la théorie la plus consensuelle, hein, la plus sérieuse en physique, qui tient bien la route, eh bien, il y a les informations du futur. Et moi, je dis souvent, ce qui n'est pas causé par le passé est causé par le futur. Où sont ces informations ? Et puis, le plus important, même c'est là-dessus que je travaille, ce sont les informations, toujours extérieures à l'espace-temps, mais parce qu'elles appartiennent à l'infiniment petit. Elles sont elles-mêmes non manifestées. On appelle ça la gravité quantique. C'est des informations qui correspondent à des fluctuations à ce qu'on appelle l'échelle de Planck. L'échelle de Planck, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres. C'est 0,00035001 mètres. Eh bien, mes travaux que j'ai publiés ont consisté à montrer que les informations présentes à cette échelle ont absolument un impact considérable à notre échelle macroscopique. Et donc, rien que ces informations-là peuvent déterminer le cours des événements. Et il est clair et net pour moi, et absolument incontestable, que notre réalité visible, composée de matière, composée de lumière, etc., ça c'est tout ce qu'on peut détecter avec des instruments, est plongée à l'intérieur d'un immense univers d'informations qui est connecté à cette réalité et que donc il me paraît tout à fait normal d'envisager que certains phénomènes, alors je vais vous parler de ceux dont moi je suis un peu spécialiste, le phénomène de l'intuition par exemple, ou le phénomène de synchronicité, mettent en jeu des informations qui viennent de l'extérieur de l'espace-temps. Finalement, je vais juste vous interrompre avant que vous n'alliez plus loin, pour qu'on comprenne bien, on serait finalement dans un système, dans notre incarnation, si je le prends avec mes mots, quand on sort de ce système, c'est-à-dire quand on passe par la mort, cette mutation finalement,
on réintègre quelque part l'extérieur de ce système? Ah ben, absolument. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que l'extérieur de ce système soit quelque chose qui soit une espèce de désordre cosmique. On l'imagine comme du désordre parce qu'on n'est pas capable de l'imaginer. Or, bon, si on veut être logique, on n'observe que de la causalité dans notre réalité. Il n'y a absolument aucune raison, et d'ailleurs la théorie du multivers nous le confirme, que la causalité ne soit pas générale à toute notre réalité externe. Oui. Et que donc il peut très bien y avoir toutes sortes de vies à l'extérieur de notre réalité qui impliquent des personnages, qui impliquent... Vous êtes en train de parler d'extraterrestres là, non? tout ce que vous voulez. Ce système finalement dans lequel on vit, dans lequel on évolue, il a des interactions avec l'extérieur. Moi dans mon discours je dirais que quand je reçois des messages qu'on appelle de l'au-delà, mais qui seraient de l'au-delà de ce système dans lequel on vit, est-ce qu'il n'y a pas justement un va-et-vient comme ça permanent? Est-ce que je peux pousser un peu loin ma question en disant est-ce qu'il n'y a pas un désir finalement entre ces deux mondes? Alors peut-être que je vais un peu loin sur le plan scientifique. Oui, alors bon, je vais commencer. Oui, ma réponse sera oui. Je vais quand même commencer par donner la terminologie qu'on utilise en physique pour parler de ces informations qui viennent de l'extérieur, de l'espace-temps, hein, gravité quantique, intrication, etc. Bon, comment est-ce qu'on interprète ça maintenant? On pourrait dire qu'une bonne métaphore consisterait à dire que nous sommes comme des marionnettes douées de libre arbitre. D'accord. C'est-à-dire que nous sommes manipulés, entre guillemets, depuis l'extérieur de l'espace-temps par rapport au fait que notre vie a un sens et que ce sens, si on le détecte, on va se retrouver sur la bonne trajectoire. Si on ne le détecte pas, on va se retrouver sur de mauvaises trajectoires. Et il y a des réajustements. On est comme, disons, des pilotes automatiques, mais qui se retrouvent parfois en zone d'ombre. Et quand on est en zone d'ombre, il faut se reconnecter. Et c'est là qu'on a besoin de recevoir les informations du marionnettiste pour réadapter notre itinéraire. Donc voilà. Et ça amène naturellement le sujet du hasard. Des hasards qui peuvent transformer notre vie. Dans la théorie que je développe, le hasard n'est pas du hasard. Le hasard vient d'une évolution qui a lieu dans le futur et qui agit rétrocausalement sur les événements qui nous permettent d'aller dans cette direction. Et là, on arrive sur le phénomène de synchronicité, c'est-à-dire que toute vie est, entre guillemets, manipulée par la synchronicité, par le hasard. On peut ne pas s'en rendre compte. Moi, si je suis arrivé à théoriser le phénomène de synchronicité, qu'est-ce que c'est? C'est une coïncidence qui vous parle parce qu'elle est chargée de sens. Une coïncidence étrange, hein, énorme, qui vient vous dire que là, oh là là, il y a l'extérieur de l'espace-temps qui est en train de vous parler. C'est ça, l'extérieur du système. Voilà. Et donc, du coup, c'est tellement extraordinaire que vous prenez des décisions audacieuses rien que sur la base de ce genre de hasard. Et moi, dans la première partie de ma vie, avant même que je commence à écrire des livres, je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais j'avais vécu des hasards absolument extraordinaires, à tel point que je me suis demandé si ma vie n'était pas un peu manipulée par une intention qui voulait que j'arrive à telle destination. Destination. Et c'est après que j'ai réfléchi, et en étudiant la physique, j'ai théorisé la question et que j'en ai déduit l'explication au phénomène de synchronicité. Et l'explication, elle fait intervenir quelque chose d'essentiel qu'on a tendance à oublier, c'est que nous sommes donc des êtres spirituels embarqués dans une réalité matérielle et que nos intentions, on a besoin de les capter. Hein, nos intentions, on peut pas elles ne sont pas fabriquées par notre cerveau. Mon cerveau, il va dire je veux devenir riche, par exemple. Mais ça ne va pas marcher. Ça va pas. Par contre, si je fais de la méditation, si je fais un retour sur moi authentique, si j'essaye de me débarrasser de tout mon conditionnement et que me vient une idée, une intuition
qui se transforme en intention de devenir quelqu'un qui va faire quelque chose d'extraordinaire, eh bien, cette intention-là va avoir un pouvoir considérable dans mon futur parce que ça sera une intention du soi. Ce ne sera pas l'intention du cerveau, du moi. Ça veut dire qu'il existe pour moi dans le futur un avenir qui m'attend. Et le simple fait que je développe cette intention va provoquer très rapidement des synchronicités, c'est-à-dire des hasards extraordinaires qui vont me mettre sur le chemin pour réaliser. Il ne faut jamais oublier que cette capacité de magie, hein, c'est pas de la magie, ça s'explique par la physique. Moi, j'ai fait des publications pour montrer pourquoi ça s'explique par la physique. Ça ressemble à de la magie. En tout cas, cette magie-là, il ne faut jamais oublier que pour la susciter, pour l'activer, il faut d'abord se mettre en état de réceptivité. Il faut se déconditionner totalement. Le déconditionnement, ça veut dire lâcher prise, lâcher le mental, se faire confiance, hein, et se détacher de tout ce qui nous conditionne dans notre vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire aller se faire moine, hein, mais il y a des moyens très simples d'arriver à ce détachement. Il y a la méditation. Moi, je pratique la randonnée. Bon, ici, j'ai un terrain extrêmement favorable pour ça. Il y a de quoi faire. Quand j'ai, par exemple, un questionnement intérieur, des doutes sur ce que je devrais faire, ou un problème à résoudre, je pars dans la nature et très rapidement, ça y est, Il y a une déconnexion en fait qui se passe. Là, je deviens réceptif à une information, à une intuition qui va me mettre sur un nouveau chemin. Ce que je peux considérer, de mon point de vue dans mon travail, avec le fait que systématiquement, il y a presque un décrochage de mon analyse. Oui. À partir du moment où je commence à analyser une personne, ou j'essaie d'analyser, je vais me tromper. Je vais pas être... En revanche, si je suis dans la réception, sans jugement, et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Tout à fait. Et ça, c'est une chose très importante, c'est cette déconnexion qui semble de plus en plus difficile aujourd'hui dans notre monde, qui est, je crois que vous êtes, on sera d'accord là-dessus ensemble, mais qui est bombardée de pseudo-informations, mais en réalité qui ne nous nourrissent pas. Et on devient des coquilles vides finalement. Oui, parce que toutes ces informations sont conditionnantes. Et tout de même, il faudrait mentionner quelque chose d'important, c'est que cette capacité que nous avons naturellement à recevoir des informations qu'il est impossible de recevoir par la causalité, hein, c'est quelque chose qui a fait l'objet pendant des décennies d'expériences faites par les services secrets, la CIA, ils ont déclassifié au début des années 2000 toutes ces recherches. Et aujourd'hui, ça donne naissance à différentes écoles qu'on appelle des écoles de l'intuition, par exemple, celle avec laquelle je collabore un petit peu de temps en temps à Paris, l'école Iris, où là on apprend quelles sont les techniques, les procédés pour arriver justement à évacuer toute la pollution mentale qui intervient systématiquement dès qu'on essaye de percevoir quelque chose qui n'est pas local. Ce que je veux dire, c'est que la physique nous autorise à penser ça, et qu'il faut s'ouvrir à ces choses-là. Et moi, je compte bien, dans mon parcours, réussir à ouvrir les physiciens sur ces choses-là, et c'est déjà partiellement fait. Le dogme de la science, c'est un dogme déterministe aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que le déterminisme ? La science a besoin de dogmes pour pouvoir utiliser des équations. Et aujourd'hui, la physique sans équations, c'est impossible. En fait, la science a un dogme fondamental qui est le déterminisme temporel, et d'autres dogmes associés à celui-là qui sont au nombre de 4. Le déterminisme temporel, la causalité stricte, c'est-à-dire les effets doivent suivre les causes et non pas l'inverse. Le matérialisme, c'est-à-dire que tout ce qui existe peut se décrire en termes de mouvement de matière-lumière, hein, de particules qui interagissent les unes avec les autres et à l'aide d'équations. Et le futur n'existe pas. Pourquoi ? Parce que si le futur existait déjà, eh bien, les équations seraient obligées de travailler avec des conditions finales et elles ne sont pas capables de faire ça. Ces 4 frontières de la science, ces 4 dogmes de la science, dans les dernières
décennies, la physique les a démontrés comme étant faux. Ah oui. Oui. Rigoureusement faux, en tout cas à l'échelle quantique, il n'existait pas. Les équations de la physique quantique sont déterministes, mais la physique quantique n'est pas déterministe parce que quand on fait une mesure, vous avez une information qui vient de l'extérieur de l'espace-temps, qui arrive et elle n'est pas déterministe. Ça fait l'objet d'un long débat. Einstein avait refusé cette idée en disant « je refuse que Dieu joue au dé ». Eh bien, il a été démontré par Alain Aspect en 1982 que Dieu jouait au dé. Bon, voilà. Donc la physique quantique n'est pas déterministe. Et en fait, mes travaux et les travaux de bien d'autres physiciens montrent qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la physique quantique qui est indéterministe, c'est toute la physique, y compris à notre échelle. À notre échelle, vous avez un tas de bifurcations qui font qu'il n'y a pas de déterminisme. Donc ça, c'est une illusion. Par contre, on a un problème, c'est que malgré qu'on ait compris cela, on va dire que ça fait partie des étrangetés de la physique. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a la matière noire, il y a l'énergie noire, le problème de l'antimatière, etc. etc. Ben ça, ces 4 problèmes viennent se rajouter à tous ces problèmes, ce qui fait qu'aujourd'hui, la physique est incroyablement mystérieuse. Si on est un physicien qui connaît bien toute la physique, mais qu'on essaye de conserver une vision matérialiste du monde, et donc de conserver les équations, etc., on n'y comprend plus rien. Et on est obligé de dire, la réalité est contre-intuitive, il ne faut pas chercher à comprendre la réalité. Il faut regarder que ce que disent les instruments et se débrouiller avec nos équations. Enfin, autant dire se mettre des œillères. Je vais me faire l'avocat du diable, Philippe, mais la science déterministe, c'est aussi celle qui nous permet de nous soigner aujourd'hui. Si par exemple on a une maladie... Vous ne m'avez pas laissé finir. Alors je vous laisse terminer. Non, c'est important de comprendre ça. Si on conserve une vision matérialiste, c'est-à-dire le monde est fait de particules, de lumière, etc., de quanta qui se déplacent et qui interagissent entre eux, et tout ça étant décrit par les équations. Aujourd'hui, avec tous les bugs de la science, tous les mystères, on n'y comprend plus rien, et on est obligé de dire que si on veut comprendre le monde, on doit laisser ça aux matheux, et encore aux meilleurs matheux, mais le peuple, personne ne comprendra jamais le fonctionnement de la réalité. Il ne faut pas chercher à comprendre le fonctionnement de la réalité, c'est trop mystérieux, et donc gardez vos œillères. Ça, c'est la conclusion matérialiste. Si par contre, on n'est plus matérialiste, et au lieu de mettre la matière au sommet, on met la conscience au sommet, et qu'on considère qu'il faut partir de la conscience, et que le premier constat qu'on fait, c'est que la conscience et l'espace, c'est la même chose, en partant de là, conscience, espace, eh bien, on peut arriver à se fabriquer une vision intuitive de toute la réalité qui dépasse largement notre réalité et qui permet de comprendre des choses qui sont relatives à l'au-delà, etc. et de trouver ça parfaitement normal. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la physique s'est mis des œillères parce que la science a fabriqué un système qui, via l'université essentiellement, est extrêmement cloisonné. Si par contre, vous dites non, je veux conserver une vision intuitive de la réalité, moi ce que j'ai fait toute ma vie en tant que physicien, j'ai eu la chance d'être en situation d'apprendre dans beaucoup de domaines différents de la physique, physique quantique, physique du chaos, physique du rayonnement, etc. etc. Et de lire beaucoup de livres de vulgarisation pour les domaines que je n'avais pas appris directement, donc ce qui m'a permis de me forger une vision intuitive de la physique. Et cette vision, elle fonctionne, mais à une seule condition, c'est de considérer que l'espace, le temps et la matière n'existent pas, et que ce sont des fabrications de la conscience. Et le point de départ fondamental, c'est de comprendre que la conscience et l'espace, c'est la même chose. C'est-à-dire que les vibrations de la conscience, ce sont les vibrations de l'espace. Les protocoles d'étude de la science post-matérialiste, est-ce que ce sont les mêmes que ceux de la science déterministe ? Pas tout à fait. Ce sont des protocoles essentiellement interdisciplinaires.
C'est délicat pour un chercheur de réaliser ces protocoles dans un cadre officiel, puisqu'il n'existe pas vraiment de laboratoire en France où ont lieu ce genre de recherche, enfin à l'étranger. Donc moi j'ai l'intention de les faire dans un cadre entrepreneurial, avec une déclaration d'invention qui va me permettre de réaliser ce protocole. Donc je viens de soumettre une publication scientifique très sérieuse qui décrit le protocole que je veux mettre en place et dont le titre est Intuition et sérendipité, intuition et synchronicité expliquées par la flexibilité de l'espace-temps. Ça va être passionnant. Donc dans ce papier qui fait 25 pages, je développe toute la théorie. Le dernier chapitre de ce papier, c'est la description d'un protocole à mettre en place pour démontrer la réalité de ces phénomènes-là. Parce qu'il faut forcer les chercheurs à aller sur ce terrain. L'important est de faire des publications scientifiques sérieuses qui vont crédibiliser les résultats de vos recherches. Et puis à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait une évolution qui se produit. C'est comme le passage de l'idée de la Terre plate à l'idée de la Terre ronde. Aujourd'hui, notre société occidentale est complètement enfermée dans le mythe de la Terre plate. Sous-entendu, le mythe de la platitude de ce que j'appelle le territoire de la pensée, qui est incapable d'intégrer la composante verticale de la conscience. C'est-à-dire qu'on est complètement des espèces d'indigènes qui n'ont pas encore compris que la conscience est un élément fondamental dans le fonctionnement de la réalité. C'est la raison pour laquelle l'homme détruit sa planète. Et vous parlez d'indigènes, mais dans le bon sens du terme, ça me fait penser aux vrais indigènes, ceux Alors qui sont les dites primitives. Voilà, les dits primitifs qui ont conservé leur sens intuitif du réel sont en réalité beaucoup plus évolués que nous à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont une conception du monde qui est beaucoup plus réelle que la nôtre. Mais ils sont taxés d'animisme ou de tout ça, et pourtant on Moi je s'acharne suis à les animiste. détruire. Oui. Moi, s'il fallait que je désigne une religion, j'ai pas de religion, mais je me considérerais comme animiste. Et animiste, c'est l'âme, anima. Voilà, oui, absolument. C'est ça. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Philippe, c'était passionnant. On serait resté encore toute la journée avec vous, sous ce beau Merci soleil. Merci. Mais je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver pour une autre session, parler d'autres domaines. Et puis peut-être après les publications que vous vous apprêtez à déposer prochainement. Merci beaucoup, à très vite. Merci à vous. Au revoir.